Au Niger, une nouvelle affaire dite de détournement défraie la chronique. La coordonnatrice du fonds qui a révélé l'affaire exige entre autres la restitution, la réponse des autorités nigériennes, assure dans ce journal. En RD Congo, le Front commun pour le Congo FCC a lancé sa campagne électorale en rendant grâce à Dieu à travers toutes les confessions religieuses reconnues du pays. Nous irons sur un des sites à Kinshasa. Malgré la recrudescence des violences, en Centrafrique, un petit groupe de bénévoles parcourt les routes du pays pour projeter des films. Ils diffusent des images éducatives pour sensibiliser le public aux problèmes de société. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Au Niger, l'affaire dite de détournement de 580 millions de francs CFA du Fonds commun d'appui à la mise en œuvre du plan de développement sanitaire défraie la chronique. Dans une correspondance adressée la semaine dernière aux autorités nigériennes, la coordonnatrice du fonds, Rita Santos Suarez, qui a révélé l'affaire, a exigé la restitution ainsi que la suspension des appuis au Niger. Des allégations rejetées par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique qui exige pour sa part un démenti de la coordonnatrice. On nous parle donc d'anomalie de gestion comptable. Je pense que s'il y a anomalie de gestion comptable, je vous laisse le vérifier en fonction des textes qu'il y a. La partie la plus grave, et là nous pouvons nous arrêter à une simple conférence de presse, c'est quand on parle de disparition d'un montant important de près de 580 millions. 580 millions, effectivement, puisque le montant exact, c'est 579 815 529 que nous avons effectivement retourné et nous avons fait notification à Madame Suarez, à tous ceux qui sont concernés. Voilà le document, on peut le mettre à votre disposition. Ils l'ont et c'est daté. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez grave parce que la disparition des fonds renvoie dans le jargon à du détournement. S'il y a détournement qui est avéré, il y a des procédures légales, il faut que les gens rentrent dans le droit. Maintenant, si c'est faux, il faut bel et bien que celui qui tente de diffamer l'autre, parce que là, il s'agit de mettre devant la vindicte des publics et autres, on a entendu ce que la presse en dit, des gens qui ne font que leur travail. Et s'il y a détournement de fonds, c'est ailleurs et nous en reviendrons, parce que nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Donc, si Mme Suarez pense qu'il y a eu détournement de fonds, il faut qu'elle nous apporte la preuve. Faute de quoi, il faudra un démenti formel. Sinon, nous allons nous donner les moyens légaux pour que les gens, la justice leur soit rendue. C'est une accusation qui est très, très grave. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a confirmé ce mercredi le second tour de la présidentielle en décembre. Ce second tour doit opposer les ex-chefs d'État et frères ennemis Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour, respectivement avec 39,23% et 35,35% des suffrages. Un second tour devra départager le 19 décembre prochain les deux anciens présidents malgaches, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, arrivés en tête du premier tour de la présidentielle selon les résultats définitifs proclamés ce mercredi par la Haute Cour constitutionnelle. Aucun des 36 candidats en liste lors du premier tour n'a obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. Andry Rajoelina est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages devant Marc Ravalomanana, 35,35%. Un autre ancien président, le sortant, Eri Rajaonarimanpianina, n'arrive qu'en troisième position, très loin derrière les qualifiés, en obtenant 8,82% des voix. La Haute Cour constitutionnelle a par ailleurs annoncé lors d'une conférence de presse à Antananarivo avoir rejeté toutes les requêtes déposées par différents candidats, notamment la demande d'Eri d'annuler le premier tour. Le second tour opposera donc les deux principaux acteurs de la crise politique qui avait secoué Madagascar en 2009. On se souvient qu'après plusieurs mois de manifestations et une centaine de morts, Marc Ravalomanana, alors président, avait été contraint à la démission et l'armée avait confié le pouvoir à l'opposant Andry Rajoelina. Ce dernier était resté au pouvoir jusqu'en 2014.
En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo, FCC, coalition qui porte la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, avait lancé, on s'en souvient, sa campagne électorale en rendant grâce à Dieu et en sollicitant un soutien spirituel sur toute l'étendue du territoire à travers toutes les confessions religieuses reconnues du pays. À Kinshasa, c'est l'église anglicane du Congo de la communauté baptiste au centre du pays qui a reçu cette activité. C'est là que le professeur Néhémié Mouilanya, qui est le coordonnateur du comité stratégique de la majorité présidentielle, est donc allé s'agenouiller devant son créateur. Retour sur ces images avec notre correspondante sur place. Exceptionnellement ce week-end, cette église anglicane au cœur de Kinshasa a connu la présence des autorités politiques et membres du Front commun pour le Congo FCC, plateforme politique qui soutient la candidature du dauphin du président Joseph Kabila Kabange. C'est dans le but de lancer la campagne électorale du FCC. Le révérend pasteur Ipumamukina Jean-Pierre, prédicateur, a dans son message recommandé aux politiciens d'avoir le sens de la reconnaissance de la grandeur de Dieu. En rendant grâce à Dieu, ce qui en suit, ce sont les bénédictions. Quant au révérend André Bokondoa, président de l'Église du Christ au Congo, l'Église, dit-il, a le devoir d'accompagner les enfants de Dieu vers la justice. Voilà pourquoi les élections prévues à la fin de cette année doivent réunir le peuple congolais et non les diviser. Après le culte, quelques politiciens ont livré leurs impressions. Le Front commun va se présenter dans cette campagne sous les signes de l'humilité. Sous les signes de l'humilité, parce que gérer ces pays, ce n'est pas une aventure. Et nous allons assister à une passation de pouvoir. Nous voulons légitimer le nouveau pouvoir. Un culte, c'est pour reconnaître la grandeur de Dieu et demander à son Esprit Saint d'accompagner toute la campagne des membres du FCC, la campagne de notre candidat président de la République. Et cette démarche, nous pouvons le faire qu'avec modestie. On reste en RD Congo où les notables de Béni, dans l'est du pays, ont manifesté mardi contre les massacres de civils attribués aux ADF. Cette manifestation est le signe de la montée de colère à l'approche des élections prévues le 23 décembre prochain. Les images. Plusieurs milliers de personnes ont marché mardi matin à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour exprimer leur colère contre l'insécurité qui règne dans cette localité. Parmi ces manifestants, responsables et notables en tête, ont marché pour exprimer leur ras-le-bol. La journée d'aujourd'hui, les notables de la ville de Béni, ils ont choisi la date d'aujourd'hui pour exprimer leur mécontentement et dire non au massacre. Nous voulons voir la communauté internationale, à travers la MONUSCO, s'est décidée pour afin mettre fin à ces massacres, pour carrément que la MONUSCO libère, qu'elle quitte carrément notre ville. C'est difficile à nous. Nous, la population de Béni, nous dit que stop au massacre. Les notables vous mettent en garde, vous et le gouvernement congolais. Et ceux-ci disent que vous ne faites jusqu'à rien pour arrêter le massacre. Les notables de Béni, avec toute la population que vous voyez devant votre bureau, se réserve le droit de se prendre en charge. Et vous connaissez. Cette marche s'est déroulée au lendemain d'une attaque attribuée au groupe armé ADF. 6 civils et 1 rebelle ont été tués lors de cette attaque qui a visé Oicha, à 30 km au nord de Béni. Lundi, 2 autres personnes avaient déjà été tuées sur une route dans une attaque toujours attribuée aux ADF. Cible régulière de raids attribués aux forces démocratiques alliées ADF, des rebelles musulmans ougandais, Béni est aussi sous la menace d'une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 241 morts à moins de 4 semaines des élections cruciales prévues le 23 décembre. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit au Cameroun. C'est un avocat qui a été enlevé à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du pays, confrontée à un conflit armé, et ce, depuis plus d'1 an.
L'avocat anglophone Ben Soufou, conseiller national juridique du Social Democratic Front, principal parti d'opposition, a été enlevé ce mardi alors qu'il venait de rentrer chez lui à Bamenda. Nous n'avons pas de nouvelles de lui. Il nous a été rapporté qu'il a été enlevé par des Zambaboy, des combattants séparatistes anglophones qui lui reprocheraient d'avoir pris part à la récente Assemblée générale du barreau du Cameroun, a indiqué Dening Kelemo, chargé de la communication du Social Democratic Front. Les Zambaboy estiment que les avocats du système juridique anglo-saxon ne doivent pas assister aux activités du barreau d'un pays étranger. Les séparatistes ne se considèrent plus comme camerounais. Tout en condamnant cet enlèvement, le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, fondé par l'avocat et leader anglophone Agbo Nkongo Bala, a appelé à une enquête et à la libération immédiate de cet otage et de toutes les autres victimes d'enlèvement, soit par les forces de l'État, soit par les groupes armés non étatiques. Des membres et responsables du Social Democratic Front ont déjà été victimes récemment d'enlèvements et d'attaques. Dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, des affrontements entre armées et séparatistes regroupés en groupes épars dans la forêt équatoriale ont lieu quasiment tous les jours. Des enlèvements d'élèves ayant également eu lieu ces dernières semaines. Je l'annonçais en titre, malgré la recrudescence des violences en Centrafrique, un petit groupe de bénévoles parcourt les routes du pays pour projeter des films dans les régions les plus reculées, à Bayanga, zone pygmée, au sud-ouest de la Centrafrique, où peu de gens ont déjà vu un écran. Le cinéma numérique centrafricain diffuse des films éducatifs pour sensibiliser le public aux problèmes de société. Reportage. Cette vieille voiture sillonne les routes caouteuses de la République centrafricaine depuis plusieurs mois. À son bord, 3 hommes et 2 femmes. À son arrivée, c'est toujours la même effervescence. Le cinéma numérique ambulant centrafricain parcourt tout le pays, grandes villes et petits villages, pour diffuser des films à la nuit tombée, auprès d'un public qui bien souvent n'a jamais vu un écran. Le cinéma numérique ambulant diffuse des films thématiques, des films qui consistent à sensibiliser la population sur les problèmes auxquels elle se heurte. Les thèmes abordés sont nombreux. Vaccination, mariage forcé ou encore scolarisation des filles. Pour de nombreux Centrafricains vivant dans les régions reculées, le cinéma permet d'appréhender des problèmes de société systématiquement débattus après la projection. Le film que j'ai vu hier sur l'écran géant était très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est l'importance qu'il faut accorder à la scolarité des filles, plutôt que de les faire travailler. Financé par l'UNICEF, l'Alliance française de Bangui et les fonds propres des autres cinémas ambulants d'Afrique, le projet peine à survivre. Les animateurs et techniciens, tous bénévoles, doivent composer avec du matériel vétuste. Nous avons fait une caisse pour mettre le matériel dedans pour protéger à cause de la route, parce que l'état des routes n'est pas bon. Malgré les difficultés, le cinéma ambulant veut poursuivre son chemin en se rapprochant des zones les plus touchées par les années de conflits meurtriers, avec l'espoir de susciter encore du rêve, des émotions et pourquoi pas des vocations. Et voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour notre point de l'actualité sur SICA.